Bien, bonjour à tous. Merci Monsieur Belkhadir. Très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Alors on m'a demandé de vous parler de tout ce qui est fait en biologie par rapport au diabète. Non, je préfère le faire. Alors pour commencer, donc une petite définition du diabète, maladie en expansion partout dans le monde, du fait de la croissance rapide, en particulier du diabète de type 2, qui est elle-même due à un vieillissement des populations et puis au développement de l'obésité, qui eux-mêmes sont dus à des modifications qu'on voit, modifications du mode de vie, notamment la réduction de l'exercice physique et puis le déséquilibre de l'alimentation. Donc en fait, tout est lié. C'est une affection métabolique caractérisée par une hyperglycémie qui est chronique et qui est due à une déficience de la sécrétion d'insuline et ou, c'est soit une déficience, soit des anomalies de l'action de l'insuline au niveau des tissus cibles du fait d'une résistance à l'insuline. Donc ici vous avez donc le document de la Haute Autorité de Santé française de 2007. En même temps, vous avez ici une référence de l'EMC de 2016 et puis vous avez donc l'ADA, the American Diabetes Association de 2018, donc qui vous donne la définition des différents types de diabète. Donc le diabète de type 1, c'est quand les cellules bêta donc des îlots de Langerhans du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites et donc c'est un déficit absolu en insuline qui peut être de mécanisme auto-immun ou alors idiopathique. Le diabète de type 2, c'est le plus fréquent, plus de 90% des cas, qui est dû à une anomalie métabolique qui va associer une mauvaise utilisation de l'insuline, donc une insulinorésistance associée à une carence en insuline qui va s'aggraver avec le temps. Vous avez aussi le diabète gestationnel, on va en parler tout à l'heure, et puis les autres types de diabète, des types spécifiques qui sont liés à d'autres pathologies que vous connaissez sûrement. Exemple, le syndrome de Cushing, le glucagonome, exemple de certaines infections virales. Alors pour aller dans le diagnostic, on a ici un premier QCM. La question, le diagnostic de diabète est basé sur, donc A, une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre sur 100 total capillaire. B, une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 8%. C, la présence exclusive de signes cliniques, polyurie, polydipsie, amaigrissement. D, une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre à la deuxième heure d'une hyperglycémie provoquée par voie orale sur sang capillaire ou plasma. Et E, une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre sur plasma veineux. Donc à votre avis, quelle est ou quelles sont les réponses justes? Donc D et E. Très bien. Alors, ceux qui ont répondu D et E, c'est correct. Alors, on va voir pourquoi. On va voir la réponse. Alors, vous avez ici, donc toujours cet article de l'EMC de 2016, où vous avez la définition donc, du diabète. Donc, c'est la glycémie à jeun. Alors ici, il faut bien faire attention au type de prélèvement. Vous avez le sang total veineux, le sang total capillaire et le plasma veineux. Sang total, c'est-à-dire qu'on prélève le patient par ponction au pli du coude, d'accord, et on travaille sur sang total. Sinon, c'est la ponction capillaire. Le plasma veineux, c'est le prélèvement sanguin qu'on va centrifuger et on va recueillir le plasma et on va travailler sur ce plasma. Donc, il faut vraiment faire attention parce que les valeurs sont différentes. Donc sur sang total veineux, il faut que la glycémie soit supérieure à 1,10 g pour dire que c'est un diabète. Sur sang capillaire, c'est toujours 1,10 g, mais sur plasma veineux, c'est 1,26 g.
La définition aussi du diabète, c'est quand l'hémoglobine glycée est supérieure à 6,5% et non pas 8,5% sur le QC. Sinon, on peut tenir compte de la glycémie à la deuxième heure de la GPO. Et donc là, il faut qu'elle soit supérieure à 2 grammes par litre sur plasma veineux. Alors, vous avez aussi une autre définition, sera également considéré comme diabétique tout sujet qui a des symptômes cliniques, la polyurie, polydipsie, amaigrissement, avec en plus une glycémie sur plasma veineux qui est mesurée n'importe quand dans la journée et qui va être supérieure à 2 grammes. Donc sur le QCR, tout à l'heure, c'était présence exclusive des signes cliniques, ce n'est pas suffisant. Pour dire que c'est un diabète, il faut quand même un dosage. Ici, c'est la définition de l'ADA. C'est exactement la même chose. Donc PFG, c'est fast plasma glycémie, donc glycémie à jeun, supérieure à 1,26 g par litre. Et ici, on ajoute la définition du jeûne. C'est quoi? C'est pas de repas calorique pendant 8 heures. Ou alors, glycémie 2 heures après un repas dans le cadre d'une HGPO, donc supérieure à 2 grammes par litre, ou alors l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, ou encore donc, les signes cliniques avec la glycémie supérieure à 2 grammes, donc c'est la même définition. Alors quand on veut faire une glycémie à jeun, ce qui est préconisé comme tube, c'est un tube sec, ici un tube sec avec gel séparateur ou sans gel. Et puis ce qui est recommandé, c'est le fluorure de sodium. On va discuter de ce composant qui est le fluorure de sodium. Alors une notion importante, si le patient est perfusé par du sérum glucosé, à ce moment-là, il vaut mieux aller donc s'il a une perfusion, il faut aller prélever de l'autre côté. Il ne faut surtout pas prélever au niveau de la perfusion. Pour confirmer ce diagnostic de diabète, selon l'ADA, donc c'est quand on a un diagnostic qui est clinique et qui est évident, en plus d'une glycémie supérieure à 2 grammes, donc quel que soit le moment de la journée, à ce moment-là, il vaut mieux refaire un deuxième test, donc le même test ou alors un test différent et sans délai sur un nouveau prélèvement pour confirmer. Si on a 2 tests différents qui sont en faveur du diagnostic, par exemple la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, en général les médecins demandent les deux en même temps, donc si on a les deux qui sont élevés, le diagnostic est confirmé. Si par contre on a 2 tests différents qui sont discordants, par exemple une glycémie qui est, on va dire, normale, ou une glycémie élevée et une hémoglobine glyquée qui est normale, on va aller refaire la glycémie. Donc là, le test qui était déjà élevé, on le refait pour confirmer. Alors ça, c'est d'autres recommandations de la Haute Autorité de Santé de mars 2014, c'est le suivi biologique de ces patients diabétiques. On va parler un petit peu de l'hémoglobine glyquée. Le suivi doit être fait tous les 6 mois si l'objectif est atteint et si le traitement n'est pas modifié. Sinon, si ce n'est pas le cas, ça doit être fait tous les 3 mois. Pour l'exploration donc, des anomalies lipidiques, le cholestérol, les triglycérides, c'est 1 fois par an. L'exploration de la fonction rénale par le dosage de la créatinine, du débit de filtration glomérulaire, là aussi c'est 1 fois par an, et la recherche d'albuminurie, donc là aussi 1 fois par an. D'autres examens, mais selon le besoin, ici il parle de la glycémie veineuse, c'est généralement pour contrôler l'autosurveillance glycémique au bout du doigt. Alors pour la glycémie postprandiale,
Alors, comme son nom l'indique, c'est une glycémie qui va être faite 2 heures après un repas complet, un repas normal, un repas habituel. Donc là aussi, c'est les mêmes tubes que la glycémie à jeun. Et elle doit toujours être précédée d'une glycémie à jeun pour voir l'augmentation. La glycosurie, donc le dosage dans les urines, se fait sur des urines de 24 heures. De préférence, c'est représentatif sur un échantillon. Et le transport doit être le plus rapide possible au laboratoire pour éviter la glycolyse. Le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale, donc la GPO, se fait chez un patient à jeun, toujours un prélèvement à T0, donc avant d'administrer le sucre, administration chez l'adulte péros, donc par voie orale, de 75 g de glucose qui va être dissous dans 250 ml d'eau. Alors si c'est un enfant, on va donner 1,75 g par kilo sans dépasser les 75 g et on va faire des dosages séquentiels de la glycémie toutes les demi-heures pendant 3 heures. Alors dans la GPO, il vaut mieux utiliser les tubes fluorés ou les tubes à iodoacétate, c'est ce qui est entouré ici. Donc c'est des tubes avec un bouchon gris. Les échantillons sanguins donc, vont être prélevés aux différents temps et ils doivent être rapidement centrifugés pour récupérer le plasma. C'est une centrifugation à froid. Donc il y a une décantation, c'est-à-dire qu'on sépare le plasma du culot et on va les conserver à plus 4 en attendant de récupérer l'ensemble des prélèvements pour faire le dosage en même temps. Alors ce type de tube, donc le fluorure de sodium, c'est un anti-glycolytique. Donc il empêche la glycolyse. Donc il va inhiber la consommation du glucose par blocage enzymatique de la glycolyse. Alors c'est des flacons qui contiennent aussi de l'oxalate de potassium. L'oxalate de potassium, c'est un anticoagulant. Donc ce type de tube permet la stabilité du dosage de la glycémie pendant 24 heures. Alors, un deuxième QCM, l'hémoglobine glyquée. Alors, il faut retenir que c'est hémoglobine glyquée et non pas glycosylée. Il y a une différence. Donc, on va expliquer le mécanisme. Alors, l'hémoglobine glyquée ou hémoglobine A1C indique le niveau de contrôle glycémique du patient durant les 6 derniers mois, est plus coûteuse que la glycémie à jeun. Le dosage se fait chez un patient à jeun depuis 8 heures. C'est un paramètre lié à la durée de vie des globules rouges et peut présenter des interférences lors du dosage en cas d'hémoglobinopathie S ou C. D, BD, BDE. Alors on va en parler un petit peu. L'hémoglobine glyquée, c'est le phénomène de glycation et non pas de glycosylation. La glycation est une réaction chimique non enzymatique, alors que la glycosylation, c'est plutôt enzymatique. Donc réaction chimique non enzymatique au cours de laquelle le glucose se lie aux protéines de manière irréversible. Alors vous connaissez l'hémoglobine, c'est un tétramère qui est fait de 4 sous-unités qui sont la globine. Alors on a l'hémoglobine A qui prédomine chez l'homme à 97%, donc c'est les 2 sous-unités alpha et bêta, l'hémoglobine A2 et puis l'hémoglobine F qui est négligeable. Et puis vous avez l'hémoglobine A1, donc c'est l'ensemble des hémoglobines glyquées. Et dans l'hémoglobine A1, donc vous en avez différents types. La plus importante, c'est l'hémoglobine A1C, qui nous intéresse aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la formation de cette hémoglobine glyquée est directement fonction du taux de glucose circulant dans le sang au contact des érythrocytes. Et on sait que la durée de vie des érythrocytes est de 120 jours. Donc cette hémoglobine glyquée, finalement, c'est un excellent marqueur de la glycémie moyenne durant les 120 jours qui ont précédé le dosage. Donc dans le QCM, il y avait 6 mois. Ici, ça correspond plutôt à 2-3 mois. Donc l'hémoglobine glyquée indique le niveau de contrôle glycémique du patient durant les 2
3 mois qui ont précédé le prélèvement. Elle estime, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet d'estimer le risque de développement de complications, en particulier microvasculaires, les rétinopathies, les neuropathies, les néphropathies. Alors le dosage, la méthode de référence, c'est l'HPLC, c'est la chromatographie en phase liquide. Donc, la chromatographie en phase liquide à haute pression. Alors pour ce dosage de l'hémoglobine glyquée, on a besoin ici plutôt d'un tube EDTA. Le tube EDTA, c'est celui qu'on utilise pour la numération, c'est le bouchon violet. Donc le dosage se fait sur le sang total, on ne centrifuge pas. Les avantages de cette hémoglobine glyquée, c'est qu'actuellement c'est un dosage qui est standardisé. Elle présente moins de variabilité par rapport à la glycémie à jeun. La glycémie à jeun chez un même patient peut avoir des variations très importantes qui peuvent aller de 12 à 15%, alors que l'hémoglobine glyquée ne varie que de 2%. Et puis, un gros avantage, c'est qu'elle peut être réalisée à toute heure, c'est-à-dire que le patient n'a pas besoin d'être à jeun. Bon, elle peut être affectée par le stress, elle est peu affectée, pardon, par le stress et d'autres facteurs extérieurs. Évidemment, elle est plus coûteuse que la glycémie, ce n'est pas la même technique de dosage, elle n'est pas disponible dans tous les laboratoires, et puis souvent, la corrélation entre l'hémoglobine glyquée et le dosage de la glycémie peut être altérée dans certaines situations, donc du fait de certaines interférences. Vous avez ici un tableau qui vous montre donc cette corrélation entre le pourcentage d'hémoglobine glyquée et le dosage de la glycémie, mais souvent, cette corrélation peut être touchée. Alors vous avez ici les situations qui peuvent surestimer l'hémoglobine glyquée, exemple l'insuffisance rénale, l'anémie. Donc c'est des facteurs, si jamais ils sont présents, il faut penser au fait qu'on peut modifier le dosage de l'hémoglobine glyquée. Et puis des situations qui par contre sous-estiment le dosage. Ici c'est l'exemple des hémoglobinopathies, donc la drépanocytose et l'hémoglobine C. Et finalement, pour le diagnostic de diabète, donc ça dépend si c'est un type 1 ou un type 2. Le type 1, on a les signes cliniques qui orientent. Donc le dosage principal à faire, c'est la glycémie à jeun. L'hémoglobine glyquée, ça sert plutôt à dater la maladie. Pour le type 2, c'est différent, on peut faire de façon égale, soit la glycémie à jeun, soit la glycémie après 2 heures, ou alors l'hémoglobine glyquée. Je passe maintenant à l'insuline. Le dosage de l'insuline, c'est une hormone qui est produite par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. On sait que c'est une hormone qui est hypoglycémiante, donc elle va diminuer la production du sucre par le foie, et puis elle va permettre la pénétration du sucre dans les tissus graisseux et musculaires. Donc cette insuline permet le diagnostic différentiel entre les deux types de diabète, ou les différents types de diabète. Elle permet aussi l'exploration de la fonction pancréatique. Le dosage se fait sur sérum ou sur plasma EDTA. Donc le DTA, c'est un anticoagulant, ou alors sur un plasma hépariné, mais il ne faut pas qu'il soit hémolysé. L'hémolyse peut influencer le dosage. Là aussi, c'est un prélèvement qui doit être fait à jeun, comme la glycémie, et ça se fait par électrochimie-luminescence. Alors, quand on a fait le dosage de l'insuline, on peut mesurer un indice qui est l'indice HOMA, c'est l'Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance. Donc, c'est pour voir s'il y a une insulinorésistance, et vous avez ici la formule pour le calcul de cet indice. Donc c'est l'insuline multipliée par le glucose divisé par 22,5. Et donc quand cet indice est supérieur à 3, on dit qu'il y a une insulinorésistance. Donc pour les variations pathologiques de cette insuline, si c'est un diabète de type 1, on va avoir un taux bas d'insuline de base avec une glycémie élevée. Et puis, donc, cette insuline va être dosée en même temps que la GPO. Et donc, les dosages ne vont pas bouger. Donc, elle n'augmente pas au cours de la GPO.
Pour le diabète de type 2, par contre, le taux de base est normal ou élevé. Et là aussi, ça va augmenter très peu au cours de la GPO. Pour parler un petit peu des capteurs de glycémie, j'ai trouvé une étude intéressante qui compare les glucomètres Eversense, Dexcom G5 et le Freestyle. Ils disent dans la vraie vie, ça a été fait aux États-Unis. Alors c'est une étude qui a porté sur 23 adultes qui sont suivis pour un diabète de type 1 depuis plus d'1 an, qui utilisent des pompes à insuline depuis plus de 6 mois. Et donc les 3 capteurs ont été testés de façon simultanée chez les 23 patients pendant 6 semaines. Alors pour l'Eversense et le Dexcom, il faut des calibrations, il faut calibrer l'appareil 2 fois par jour. Par contre, pour le Freestyle, avantage, c'est qu'il est non calibrable. Alors le critère d'évaluation de ces capteurs, c'est la moyenne de valeur absolue des différences, donc par rapport à une mesure de référence qui est le lecteur NOPA StatStrip Express. Alors on considère que les mesures sont très fiables si cette moyenne est en dessous de 10%. Donc ici vous avez les résultats, Eversense, Dexcom et Freestyle. Ça c'est pendant les essais cliniques, vous voyez que la moyenne est en dessous de 10 pour les 2 premiers, pas pour le Freestyle. Et dans la vie réelle, pour l'étude, on voit que cette moyenne dépasse un petit peu ces seuils. Donc c'est pas très très fiable. Pour parler un petit peu du diabète gestationnel, donc c'est un diabète qui est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. C'est une femme qui n'avait rien avant sa grossesse. Alors les risques du diabète gestationnel, c'est des risques aussi bien chez l'enfant que chez la femme. Chez l'enfant, c'est la mort néonatale, la macrosomie, la détresse respiratoire et puis les hypoglycémies. Donc ce sont des bébés qui font des hypoglycémies à la naissance. Le risque chez la mère, c'est une maman qui va continuer à être diabétique après sa grossesse et puis aussi l'obésité. Alors ce qui est recommandé, c'est un dépistage systématique universel de ce diabète gestationnel puisque 30 à 50% des femmes atteintes n'ont aucun facteur de risque. Quand est-ce qu'il faut dépister? Donc s'il n'y a pas de facteur de risque, c'est à la visite prénatale du 6e mois. Si par contre il y a présence de facteurs de risque, eh bien il faut dépister tout de suite, dès la première visite. Et puis vous avez ici les facteurs de risque donc, qui devraient faire penser à un diabète gestationnel, c'est l'obésité, la glycosurie, les antécédents obstétricaux ou familiaux. Vous avez ici un autre QCM. Il est facile, celui-ci. Le diagnostic de diabète gestationnel est basé sur le dosage de la glycémie à jeun, le dosage de la glycémie postprandiale, le dosage de l'hémoglobine glyquée, l'hyperglycémie provoquée par voie orale et la mesure de la sécrétion de l'insuline. AD. D. Donc là, ce qui est recommandé, c'est la GPO. Donc comment dépister? Alors le dépistage par la glycémie, l'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun ou au hasard sont peu sensibles. Il faut faire chez la femme enceinte une AGPO. Alors vous avez un test qui est simplifié de la GPO, c'est ce qu'on appelle le O'Sullivan. Donc le test de O'Sullivan, c'est très simple, c'est une glycémie à jeun et puis une glycémie après 1 heure, après ingestion de 50 grammes de glucose. Et vous avez donc les valeurs pour interpréter ce test. Alors on peut considérer que c'est un test de dépistage, ce test de O'Sullivan, et puis après on fait une confirmation. C'est une vraie AGPO, mais cette fois-ci avec 100 grammes de glucose. Et sur 3 heures, donc là aussi vous avez, pour poser le diagnostic, il faut que au moins 2 valeurs soient supérieures aux valeurs de référence. Donc voilà, le test de dépistage, c'est l'administration péros du glucose à J0 après avoir fait une glycémie à jeun et puis une glycémie à
1 heure, donc c'est le test O'Sullivan. Et le test de diagnostic, c'est l'administration de 100 grammes et puis le dosage pendant 3 heures. Alors ici, ce sont les critères de l'ADA. Donc toujours les mêmes critères de 2018. Alors l'ADA parle de deux façons de faire. Soit une stratégie one step, en une seule étape. C'est la GPO classique qu'on a vu tout à l'heure chez un adulte à 75 grammes. Donc on peut juste faire ça. Sinon, il y a cette stratégie à 2 étapes dont on vient de parler. Donc le O'Sullivan dans un premier temps et la GPO à 100 grammes dans un deuxième temps. Je termine par le peptide C. Le peptide C, c'est le peptide de connexion. Bon, ce n'est pas un paramètre qu'on demande tous les jours. C'est juste pour essayer d'être complet. Donc, peptide de connexion au connective peptide. Donc, c'est une molécule de 31 acides aminés qui est dérivée du clivage enzymatique de la proinsuline dans les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc, ce clivage produit d'une part l'insuline et d'autre part le peptide C. Il est éliminé par voie rénale. La demi-vie est de 20 à 30 minutes. Alors, quelles sont les indications du dosage de ce peptide C? C'est pour évaluer la sécrétion endogène d'insuline, pour diagnostiquer les hyperinsulinismes, les insulinums, pour évaluer la sécrétion résiduelle d'insuline chez les diabétiques de type 1, surtout en cas d'administration d'insuline. Lorsque le dosage de l'insuline ne peut être interprété, donc on a des soucis avec l'interprétation de l'insuline parce qu'il y a des anticorps ou alors parce qu'il y a présence de l'insuline exogène, donc on peut faire appel à ce peptide C et pour établir le diagnostic différentiel entre diabète type 1 et 2 et poursuivre une pancréatectomie. Alors par contre, quand on demande le peptide C, bon, c'est valable aussi pour toutes les analyses, mais particulièrement ici, il faut donner les différents renseignements cliniques. Donc il faut préciser la glycémie à jeun, préciser l'heure du prélèvement, le contexte clinique, est-ce que c'est une grossesse, est-ce que c'est un diabète connu, est-ce que le patient est sous traitement ou pas. Ça se fait par des méthodes immunologiques automatisées, par électrochimie-luminescence, sur sérum ou plasma, à jeun, comme l'insuline, et par contre, ce n'est pas sensible à l'hémolyse. Donc même si le prélèvement est hémolysé, ce n'est pas très grave, contrairement à l'insuline. L'interprétation, il faut retenir que c'est exactement la même chose que l'insuline. Dans le diabète de type 1, la concentration va être basse au début ou indétectable et elle ne va pas être stimulable par l'épreuve au glucagon. Pour le diabète de type 2, la concentration initiale est égale ou supérieure à celle des sujets témoins. Voilà, donc pour finir, le diabète et sa biologie. Donc vous avez vu qu'il y a un panel qui est large de tests. On a parlé de la glycémie à jeun, la glycosurie, la postprandiale, la GPO, l'hémoglobine glyquée, l'insuline, le peptide C, puis il y en a d'autres. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut être toujours rationnel dans vos prescriptions. Donc ne pas demander tout le panel d'un coup. Il faut savoir quoi demander dans quelle situation. Ce qui est important aussi, c'est le respect des recommandations des différentes sociétés savantes. Et puis, ce qui est très très important pour nous au laboratoire, c'est le respect de la phase préanalytique. Donc respecter toutes les conditions du prélèvement, le jeûne, le transport rapide, le type de tube, etc. Je vous remercie. Des questions ?